Alors, il est beaucoup question dans la médiation d'un grand débat sur la médiation obligatoire. La médiation doit-elle être obligatoire ou non? Les médiateurs professionnels que nous sommes préfèrent à cette appellation de médiation obligatoire une autre appellation qui est le droit à la médiation, voire le droit à la médiation pour tous. Ce droit à la médiation, d'ailleurs, vous le trouverez exposé de manière écrite dans la plateforme des revendications des médiateurs professionnels que vous pouvez consulter à l'adresse qui s'affiche en incrustation sur cet enregistrement. Alors, qu'est-ce que c'est que, pour les médiateurs professionnels, le droit à la médiation pour tous? Le problème, c'est que c'est en fait quelque chose qui est conçu un petit peu en parallèle avec le droit à l'instruction ou l'instruction obligatoire qui a été instauré par les révolutionnaires en 1789 et qui pose le principe selon lequel toute personne a droit à une instruction minimale qui est donc définie et qui évolue d'ailleurs au fil de l'histoire. Donc les médiateurs professionnels, voyant ce problème de l'accès à la médiation, ont souhaité poser le même principe, une médiation qui serait effectivement obligatoire, mais dont la base serait le droit à accéder à la médiation pour tout le monde. Comment ça se met en œuvre? Eh bien, la question qui se pose, c'est que le contenu de cette revendication, c'est que toute personne qui se trouve en situation de conflit, préalablement à toute saisine de toute autre instance, doit rencontrer un médiateur ou une médiateur, et c'est seulement ensuite que sera ouvert le droit pour lui à saisir une autre instance, notamment une instance de justice, si ça lui paraît nécessaire. Donc, premièrement, préalablement à toute chose, nous souhaitons que toute personne soit amenée obligatoirement à rencontrer un médiateur ou une médiateur pour présenter, exposer son problème. Alors, à partir de là, il y a une grande discussion qui se fait entre les différents médiateurs, des différents courants de pensée, des différentes sensibilités de médiation. D'une part, nous avons des personnes qui nous disent aucune personne ne peut être forcée à bénéficier d'une médiation, hein, puisque la médiation, eh bien, c'est la définition par les personnes elles-mêmes de leur propre solution. Argument qu'il faut entendre. Mais à cet argument, nous opposons, nous, un autre argument qui est que en fait, c'est pas crédible parce que, par définition, des personnes qui sont en conflit, la dernière chose dont elles ont envie, et même la dernière chose qu'elles savent faire, en fait, eh bien, c'est de se parler et, a fortiori, de se rencontrer pour définir un accord ensemble. Donc, l'idée qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aller en médiation est une idée qui n'est pas opérante précisément parce que les personnes sont en conflit. Par parenthèse, si des personnes qui sont en conflit ont la possibilité de se rencontrer et de définir un accord ensemble, eh ben, nous concluons, nous, médiateurs professionnels, qu'en réalité, elles n'étaient pas en conflit, elles avaient juste un point de vue qui divergeait, mais elles ont trouvé la solution. Donc, il n'y a pas besoin de médiation dès lors. Alors, en fait, on se rend compte que parler de la médiation obligatoire ou du droit à la médiation, c'est en réalité clarifier une confusion entre deux choses qui n'appartiennent pas toutes les deux de la même manière à la médiation. Il y a au départ un acte d'autorité dans le droit à la médiation qui doit pousser les deux personnes qui sont en conflit à rencontrer un médiateur ou une médiateur. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la médiation. C'est quelque chose qui appartient au cadre général de la relation, qui appartient à l'autorité, que cette autorité soit un parent s'il s'agit d'un conflit entre deux enfants, ou bien un employeur s'il s'agit d'un conflit entre deux salariés, ou un président d'association s'il s'agit d'un conflit entre deux membres de son bureau. Bref, toute autorité susceptible de dire à deux personnes, écoutez, je suis le responsable de notre organisation et je vous dis que vous devez rencontrer un médiateur. Ça, c'est l'action d'autorité. Cette action-là n'appartient pas au médiateur parce que nous allons le voir dans un instant, le médiateur, lui, il est neutre, il est impartial, il est indépendant, il n'exerce aucune forme d'autorité sur les deux personnes qui vont bénéficier de la médiation. Alors, cette action d'autorité qui consiste à inciter les personnes de manière forte à rencontrer un médiateur ou une médiateur ne doit pas se confondre avec la nécessité pour que la médiation fonctionne et qu'elle aboutisse à une solution, la nécessité que les deux personnes s'impliquent dans la définition de leur
solution, de leur projet relationnel. Or, cela est une toute autre affaire parce que nous ne parlons plus là de autorité d'aller en médiation, mais d'implication dans la médiation. Et cela est bien du ressort, cette fois, du médiateur ou de la médiateur qui accompagne les deux personnes. Je ne peux pas ordonner à des personnes d'aller en médiation en tant que médiateur, ça ne me regarde pas, c'est la question de l'autorité, mais mon travail de médiateur consiste bien à aider les deux personnes qui bénéficient de la médiation lorsqu'elles entrent en contact avec moi à s'impliquer pour définir leur projet, pour trouver leur solution. Et en tant que médiateur professionnel, je suis totalement outillé pour les accompagner dans cette implication, pour apporter un éclairage à leurs décisions, à leurs réflexions, pour qu'effectivement elles définissent leur projet relationnel. Donc, vis-à-vis de cette discussion entre, d'une part, obligation de rencontrer un médiateur, dont nous avons vu que c'est une décision qui appartient à l'autorité, et implication des personnes, dont nous avons vu que c'est le propre du travail du médiateur, en vis-à-vis de cette discussion d'implication, il importe de souligner le potentiel d'accord durable, d'accord pérenne qui se dégage de cette implication dans laquelle les personnes vont définir leur propre solution, leur propre projet relationnel. Pourquoi est-ce que c'est un accord pérenne? Eh bien, tout simplement parce que cet accord, il est premièrement défini par les personnes elles-mêmes. Elles s'impliquent dans la résolution de leurs conflits, elles s'appuient sur le ou la médiateur professionnel qui les accompagne dans la définition de cet accord, et donc elles vont par elles-mêmes évaluer un certain nombre de solutions et elles vont finir par trouver une solution. Nous savons que la solution peut être une reprise, un aménagement ou une rupture consensuelle de la relation telle qu'elle existe jusqu'au moment où elles résolvent leur conflit. C'est donc un accord extrêmement durable parce qu'il est défini par les personnes elles-mêmes. Mais de plus, le rôle du médiateur étant de faciliter la définition de cet accord à travers l'implication des personnes, eh bien les personnes vont créer un accord, non pas sur la base de ce que leur dit le médiateur ou je ne sais quelle autorité de tutelle qui serait toute puissante sur les deux personnes, mais bien sur la base de leur choix propre, personnel, libre et éclairé, parce que le rôle du médiateur, qui est un facilitateur, est précisément d'éclairer leurs pensées pour que les personnes arrivent à définir une solution qui leur convienne et qui leur conviennent mutuellement, ensemble, de manière contributive. Ce qui produit des accords qui sont non pas fondés sur le droit, sur la morale ou sur je ne sais quelle normalité extérieure aux personnes, mais des accords qui sont fondés sur leur propre choix, leur propre décision, décision encore une fois libre, parce que personne n'interfère dessus, et éclairée parce que c'est le travail que fait le médiateur. Évidemment, cela n'a rien à voir, ce type d'accord n'a rien à voir avec celui qui préside à une solution qui serait définie de l'extérieur du rapport de la relation entre les deux personnes par une autorité quelle qu'elle soit qui définirait la solution de manière imposée aux personnes. Parce qu'alors, forcément, l'une de ces deux personnes risque de se trouver à tout moment en désaccord avec la solution qui lui est imposée, dès lors que c'est une tutelle, c'est un arbitrage, c'est une forme d'autorité souveraine à laquelle il conviendrait, pour sortir du conflit, de se soumettre. Or, il n'y a pas de projet relationnel dans la soumission. Ça nous amène, pour finir, à souligner la posture très particulière du médiateur ou de la médiateur professionnelle, et qui est sa posture de distanciation par rapport au conflit et qui est composée de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Ici, il convient certainement, puisque nous parlons de la libre décision des personnes dans leur projet, de parler plus particulièrement de la neutralité. Nous le savons, vous le savez, le médiateur ou la médiateur professionnelle sont neutres. Cela signifie qu'elles ne pèsent en aucun cas d'un point de vue déontologique, et vous pourrez pour cela vous référer au code d'éthique et de déontologie de la médiation professionnelle, elles ne peuvent, le médiateur et la médiateur ne peuvent en aucun cas influer sur les choix qui sont opérés par les personnes. Ça veut dire deux choses, la neutralité du médiateur par rapport à la solution signifie en fait deux choses. Le médiateur ne propose pas de solution, il n'est pas porteur d'une solution, il est un facilitateur ou elle est une facilitatrice si c'est une consoeur. Et d'autre part,
le médiateur ou la médiateur ne peuvent même pas commenter les solutions qui sont évoquées ou proposées ou réfléchies par les personnes. Le seul rôle du médiateur professionnel, c'est d'accompagner les personnes dans la définition de leur propre solution telle qu'elle ressortira de leur réflexion et de leur discussion. Et voilà en quoi nous résumons cette revendication du droit à la médiation pour tous, également appelée médiation obligatoire, et qui est, je vous le rappelle, définie dans la plateforme revendicative des médiateurs professionnels. Merci en tout cas pour votre écoute et bien sûr à très bientôt.